Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le colonel Assimi Goïta échappe à une tentative d'assassinat. Le président de la transition du Mali a été visé par une attaque au couteau ce mardi 20 juillet. Plusieurs zones d'ombre subsistent autour de cette attaque. Une enquête est en cours. Le journaliste et militant marocain Omar Radi, condamné à 6 ans de prison, incarcéré depuis juillet 2020, est poursuivi pour une double affaire d'espionnage et de viol. Il a été reconnu coupable. Le journaliste a toujours nié ses accusations et affirme être poursuivi en raison de ses critiques formulées envers le pouvoir. Et les coûts des produits vivriers et des produits importés connaissent une hausse vertigineuse au Bénin depuis quelques semaines. La flambée des prix affecte le panier de la ménagère et provoque le désarroi des populations. Une situation qui crée un tollé général. Il ne s'était pas exprimé sur le sujet depuis le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo le 17 juin dernier. Le président ivoirien Alassane Ouattara appelle à poursuivre le processus de réconciliation nationale. C'est lors d'une courte déclaration prononcée ce mardi 20 juillet à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir, aussi appelée la fête de la Tabasco en Afrique de l'Ouest, que le chef de l'État a appelé ses concitoyens à poursuivre le processus de cohésion nationale. Notons que ces dernières semaines, les échanges entre le parti présidentiel RHDP et le tandem d'opposition FPI-PDCI par les médias interposés ont rappelé les vives rivalités d'antan. Il s'en est fallu de peu au Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a échappé ce mardi 20 juillet à une tentative d'assassinat. Il a été visé par une attaque au couteau alors qu'il assistait au rite musulman de l'Aïd, aussi appelé Tabaski, à la grande mosquée de Bamako. Le président de la transition en est sorti indemne. Une enquête est en cours. Le point avec Siamlo. Victoria Sedji. Sur cette vidéo amateur, 2 hommes qui tentaient de prendre la fuite après leur forfait sont âprement immobilisés par la sécurité rapprochée du colonel Assimi Goïta. C'était une attaque déjouée de justesse. Au matin du mardi 20 juillet, alors qu'il assistait à l'Aïd ou la fête de la Tabaski à la grande mosquée de Bamako, la capitale, l'actuel président malien de la transition, le colonel Assimi Goïta, y a failli perdre la vie dans une tentative d'assassinat au couteau. L'incident de ce matin ou l'attaque de ce matin a surpris plus d'un parce qu'on pense qu'aujourd'hui l'homme le plus garé de Mali est lui, M. Goïta. Depuis le coup d'État du 10 août, il passe comme l'État le plus entouré par ces hommes et qu'il sera à l'abri de toute attaque. Malheureusement aujourd'hui, ce qu'on rapporte comme étant les faits démentent cela et je pense que c'est une situation qui inquiète plus d'un parce que nous sommes dans un contexte extrêmement instable et qui chaque jour nous rappelle que nous sommes dans une transition qui n'est pas assez stabilisée. Juste après cette attaque déjouée par sa garde rapprochée, le président de la transition, qui s'est présenté sain et sauf, a appelé au calme et à la retenue. Non sans avoir rassuré la communauté internationale et internationale sur la maîtrise de la situation. En dépit de certains témoignages, aucun blessé n'a été signalé officiellement. Une enquête a été ouverte. Non, tout va bien. Vous-même, vous voyez, non, tout va bien, il n'y a pas de souci. Ça fait partie. Quand on est leader, quand on a des gens, il y a toujours des mécontents. Il y a des gens qui, à tout moment, peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, que je vais très bien, il n'y a pas eu de problème, aucun élément n'a été blessé et ça a été maîtrisé. Une fois de plus, c'est toujours demander la cohésion au peuple malien ainsi qu'à nos partenaires. Cette attaque intervient au lendemain de la visite du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine qui était en mission de 4 jours à Bamako. Une mission au cours de laquelle le gouvernement de transition a confirmé la tenue des élections tant attendues pour fin février 2022 face au climat d'incertitude qui prévalait jusque-là. Une autre garantie donnée par la transition, la fin des restrictions imposées à l'ancien président de la transition Bandao et à son premier ministre Mokhtar Ouane, déchu et mis en résidence surveillée depuis la fin mai 2021.
6 ans de prison, c'est la sentence prononcée par le tribunal de Casablanca ce lundi 19 juillet à l'encontre du journaliste et militant marocain Omar Radi, poursuivi pour une double affaire d'espionnage et de viol. Il était en prison depuis juillet 2020. Sa condamnation intervient sur fond d'affaires Pegasus, l'un des plus grands scandales d'espionnage de la décennie, dont il aurait été l'une des victimes. Les explications de Samantha Saberou-Saboubanga. La sentence est tombée ce lundi 19 juillet 2021. Au tribunal de Casablanca, le journaliste d'investigation marocain Omar Radi a été condamné à 6 ans de prison pour espionnage et agression sexuelle. Connu pour ses enquêtes sur la corruption, Omar Radi clame toujours son innocence. Il figure parmi les journalistes ayant été visés par le logiciel Pegasus, dont l'affaire visant plusieurs journalistes a éclaté ces derniers jours. Omar Radi est vraiment ce qu'on appelle l'empêcheur d'informer en rond. Le Maroc, depuis maintenant 7-8 ans, il y a eu une reprise en main. C'est une normalisation de la presse. Toutes les voix dissidentes, les voix critiques ont été progressivement étouffées, écartées et beaucoup de journaux suspendus. Et donc cette reprise en main montre bien que le Maroc veut contrôler véritablement le narratif et tout ce qui se dit au plan interne et externe. Début juillet, d'autres journalistes marocains ont également été condamnés, dont certains pour agression sexuelle. Le journaliste Imad Stitou, venu témoigner en faveur de Omar Radi, a été condamné à 1 an de détention. Les observateurs, y compris des organisations féministes, ont dénoncé le rattachement de ces accusations au fait des violences sexuelles, ce qui entache le combat contre ces pratiques. L'habillage de la condamnation est un habillage de droit commun. On ne veut pas évidemment reconnaître la dimension politique de cette affaire et on fait tout pour ne pas pouvoir la gérer ni donner la moindre idée sur le sujet. Donc le condamner et le banaliser comme un cas normal et pas comme un délit d'opinion. D'où ce choix qui a été fait et c'est normal. Le régime marocain a l'arsenal juridique pour pouvoir justifier ce type de position. L'organisation Reporters sans frontières continue pour sa part de décrier une spirale de répression au Maghreb. En Algérie, le journaliste Abdel Saad s'est vu infliger samedi 18 juillet 2021 une peine de 2 ans de prison ferme pour des publications sur Facebook. D'après le classement mondial 2021 sur la liberté de la presse de RSF, le Maroc et l'Algérie occupent respectivement les 136e et 146e rangs sur les 180 pays. La deuxième phase du remplissage du barrage de la Renaissance a pris fin le 19 juillet d'après l'annonce faite par les autorités éthiopiennes. Le second remplissage du lac artificiel doit permettre le début de la production d'électricité. Toutefois, ce barrage reste une pomme de discorde entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan car aucun accord n'a été trouvé. Le point avec Corinna Oné. L'Éthiopie a achevé le deuxième remplissage du réservoir de son immense barrage sur le Nil Bleu pour la deuxième année consécutive. Cela a été confirmé par le ministre de l'Irrigation, Selechi Bekele, qui a déclaré que le barrage s'était rempli rapidement en raison des pluies prolongées dans le pays. Ce 19 juillet 2021, le réservoir du grand barrage de la Renaissance éthiopienne a atteint un niveau d'eau débordant. Actuellement, le flux entrant passe à la fois par les sorties de fond et les débordements. Cette année également, nous connaissons des précipitations extrêmes dans le bassin du Nil Bleu. La prochaine étape de construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne est de réaliser la première génération dans les prochains mois. Du côté de l'Égypte et du Soudan, les deux pays qui craignaient une baisse du niveau quotidien d'eau, le constat au terme de ce second remplissage est rassurant. Les autorités soudanaises affirment que depuis avril, la station d'Aldem à la frontière avec l'Éthiopie n'a constaté aucune baisse du niveau quotidien de l'eau provenant du plateau éthiopien vers le Soudan. Cependant, un accord juridique et contraignant entre les trois pays devrait toujours être signé concernant le remplissage et l'exploitation du méga-barrage. La dispute ne prend pas fin. Pour cette cause, l'Égypte et le Soudan ont des problèmes internes
considérable. Ils veulent dérouter leur peuple vers d'autres problèmes. L'Égypte et le Soudan agissent par intérêt économique et social. Ils agissent par intérêt local. Ce remplissage d'une capacité de 13,5 milliards de mètres cubes vient ainsi compléter les 4,9 milliards de mètres cubes effectués en 2020. L'Éthiopie entend poursuivre les travaux sur ce barrage qui devrait à terme produire plus de 6 000 MW d'électricité. S'agissant du différend avec ses voisins, l'Éthiopie avait formellement rejeté l'idée d'une médiation Nations Unies, Union européenne, États-Unis, Union africaine, proposée par le Soudan. Également dans l'actualité, c'est une annonce qui peut surprendre en plein pic de la pandémie de Covid-19 en Tunisie. Le ministre de la Santé, Fawzi Mehdi, a été limogé ce mardi 20 juillet par le Premier ministre Hichem Mechichi. Cette décision a été annoncée dans un communiqué sans plus d'explications. Toutefois, il faut rappeler que Fawzi Mehdi est à l'origine d'une cohue dans les centres de vaccination provoquée par l'annonce de l'ouverture de la vaccination pour toutes les personnes adultes de plus de 18 ans. Il lui est aussi reproché de n'avoir rien fait pour pallier le manque d'oxygène et de matériel manquant, alors que le pays est frappé par une 4e vague de pandémie de Covid-19. Rappelons que la Tunisie est le pays africain au taux de mortalité lié au coronavirus le plus élevé. Au Bénin, les prix des produits de première nécessité et des produits importés connaissent une hausse vertigineuse, ce qui affecte le panier de la ménagère. Pour assurer le réapprovisionnement des ménages, le gouvernement a notamment décidé d'interdire les sorties incontrôlées des produits agricoles. Reportage de notre correspondant Lev Tiono. Dans les marchés béninois, c'est le même constat et la même déception. Les denrées alimentaires et autres biens de consommation de première nécessité coûtent de plus en plus cher. Maïs, sorgho, haricots, mil, soja ou encore le gari. Divine Betofia, qui assiste sa mère au marché Kalavi Tokpa, expérimente depuis peu une mévente à l'instar d'autres commerçantes. Il n'y a plus tant de ventes qu'avant et les prix aussi sont en hausse. Si je prends l'exemple de l'huile, par exemple l'huile végétale, avant c'était à 17 000, souvent 16 000 même, mais actuellement on entend les 4 500 et autres. Donc, par exemple l'huile végétale. D'autres choses, la farine de blé. En temps, on entendait 17 000, 18 500 et autres, mais maintenant on est à 23 500. Le sac de 100 kg de maïs acheté auparavant à 18 000 francs CFA coûte désormais 25 000 francs CFA. Le sac de 50 kg de sucre acquis au prix de 17 500 francs CFA a augmenté de 1 500 francs CFA. L'huile de palme cédée à 12 000 francs CFA, le bidon de 25 litres, coûte désormais 20 000 francs CFA. Avant cette crise, l'huile rouge était vendue entre 11 000 et 12 000 francs. Maintenant, ça coûte 20 000 francs CFA. 22 La bassine de Gary coûte 22 000 francs CFA. Le kilogramme est vendu à 500 francs. Le tapioca coûte 700 francs le kilogramme. C'est notre activité, qu'allons-nous faire? Nous devons rembourser les prêts. Nous cumulons assez de dettes, plus rien ne marche. Selon les autorités béninoises, 3 facteurs principaux favorisent cette flambée des prix des produits de grande consommation. Il s'agit de la rareté des pluies depuis la dernière campagne agricole et l'exportation massive des produits vivriers vers les pays voisins. À cela s'ajoutent les effets pervers de la Covid-19 sur les produits importés. Quand vous allez dans les grandes surfaces ou dans les marchés, les prix varient. Donc le jeu de régulation doit se jouer entre l'État. Maintenant, il faut que les ménages aussi fassent attention dans de pareilles circonstances parce que c'est le moment choisi par certains syndicats pour mettre des produits frelatés sur le marché. Donc notre action, c'est de sensibiliser, d'informer, d'exercer la pression sur le pouvoir public pour que les populations soient mieux protégées et mieux informées. En Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de l'interdiction des sorties incontrôlées des produits agricoles. Des saisies de cargaison sont opérées, toutefois, la hausse des prix des produits de première nécessité demeure. Dans cette crise, de nombreux experts pointent du doigt la suppression en 2016 par le gouvernement de l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire ONASA, une entité qui assurait des stocks de réserve en vue d'une cession des produits en période de soudure.
Leur performance n'était pas à la hauteur des espérances. Les équipes rwandaises de volley-ball de plage n'ont pas su remporter le trophée du Tour du monde de la discipline qu'elles recevaient à domicile. La compétition s'est tenue du 14 au 18 juillet à Rubavu. Retour sur ce tournoi dans ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Frater Ndakaisenga. Ce sont les équipes américaines qui ont remporté le Tour du monde du beach volleyball qui se déroulait dans la ville de Rubavu à l'ouest du Rwanda. Dans la catégorie masculine, le duo Schalk et Brunner l'ont remporté sur leurs compatriotes américains, tandis que dans la catégorie féminine, l'équipe américaine a gagné de 3-7-0 contre l'Allemagne. Comme vous le savez, ce tournoi devait avoir lieu en 2020, mais à cause de la situation de crise sanitaire, il a été reporté pour cette année. Après vérification, il a été décidé que le Rwanda était en mesure d'accueillir la compétition malgré la pandémie à Covid-19. Nous l'avons menée à bien en imposant des mesures très strictes pour protéger les participants. Comme vous devez le savoir, le Rwanda tient à organiser ce genre d'événement pour sa visibilité, le développement du sport en général, et c'est une source de revenus. Les équipes qui avaient représenté le Rwanda dans cette compétition à 2 étoiles n'ont pas pu s'imposer face aux adversaires. C'est l'équipe féminine qui est allée loin jusqu'au 8e de finale, perdant contre le duo ukrainien. Pour la ministre rwandaise des Sports, cela va servir de leçon. Ce que nous avons remarqué, c'est que nous n'avons pas assez de joueurs dans cette discipline et que nous ne nous sommes pas bien préparés pour cette compétition. Mais nous nous sommes dit que, comme toutes les conditions sont favorables, nous allons commencer à entraîner des jeunes et j'espère que dans les jours à venir, les équipes rwandaises sauront faire le poids. C'est la deuxième fois que la ville de Rubavu accueille les tournois du volleyball sur le sable. Contrairement à la version précédente de 2019, la compétition de cette année était à 2 étoiles. Elle a vu la participation de 42 équipes masculines et 33 équipes féminines, toutes venant de 32 pays des 5 continents. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.